Bonjour mesdames et messieurs, vous participez à la deuxième rencontre civilienne ce soir. La première c'était lundi dernier. Je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir ou cette journée puisque vous participez à ces rencontres civiliennes depuis plusieurs points sur le globe. Nous accueillons notamment souvent des invités venant du Canada, mais d'Afrique aussi, notamment du Sénégal, et puis bien sûr des invités européens, français, suisses, belges, etc. Bienvenue donc à la deuxième rencontre civilienne qui à nouveau a porté sur la question quelle forme allons-nous bien pouvoir donner dans les mois, dans les prochaines années à la vie sociale, à la vie sociétale aussi, compte tenu d'aspirations qui sont toujours plus marquées, toujours plus fortes aujourd'hui et qui se manifestent un peu partout sur le globe. Et comme nous l'avons déjà mentionné la fois précédente, nous allons essayer, Michel Laloux et moi-même, Stéphane Le Joly, nous allons vraiment tenter d'aborder ces questions à partir de points de vue parfois nouveaux, un peu décoiffants. Je pense que néanmoins, avant de rentrer dans le vif du sujet, Michel, je pense que c'est intéressant peut-être qu'on se présente de nouveau brièvement l'un et l'autre, que ensuite j'apporte quelques aspects pratiques relatifs à cette réunion et puis nous pourrons commencer à proprement parler. Je te laisse peut-être la parole pour te présenter quelques instants, Michel. Oui, alors Michel Laloux, je suis économiste, formateur et je travaille essentiellement sur des recherches pour de nouvelles formes d'organisation qui soient légères, transformables, évolutives. J'ai écrit plusieurs livres et les deux derniers sont La démocratie évolutive qui propose une nouvelle forme de démocratie agie par la société civile et dont justement nous avons parlé la dernière fois et dont nous parlerons encore cette fois-ci. Et puis mon dernier livre, c'est Dépolluer l'économie, dont le tome 1 porte sur la monnaie et qui propose une nouvelle forme de service public de la monnaie. On aura peut-être l'occasion d'en dire quelques mots puisque notre thème ce soir va être consacré essentiellement au service public de la société civile. Je m'appelle Stéphane Le Joly. Actuellement, je suis conseiller en entreprise sociale. Je travaille au sein d'une fédération d'entreprises d'économie sociale en Belgique. Et mon travail consiste notamment à accompagner à la création ou au développement d'entreprises sociales dans le sens large du terme. En France, on parle plutôt d'économie sociale et solidaire, et quand on parle d'entreprise, c'est pas seulement entendu dans le sens marchand du terme, on y reviendra ce soir, mais il s'agit également d'entreprises non marchandes, des écoles, des crèches, des centres de formation, comme des entreprises marchandes, à savoir, bien sûr, le secteur de l'alimentation énergétique, immobilier, etc. Et depuis une trentaine d'années, je suis en rapport avec des projets novateurs, disons, des projets pilotes en quelque sorte. Voilà, Michel, je propose d'abord de commencer brièvement par quelques modalités pratiques. Je crois que c'est important de les rappeler à chaque fois. Eh bien, vous pouvez accéder à notre rencontre civilienne. On reviendra un peu sur ces termes tout à l'heure. Vous pouvez y accéder par deux voies possibles, soit par l'application Zoom. Si vous êtes présent sur l'application Zoom, eh bien, vous le voyez parce qu'il y a toute une série de petits boutons qui apparaissent en bas de votre écran. Et un de ces boutons, du moins sur certaines applications, porte la dénomination Converser. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité, en cours d'émission, d'envoyer des questions, des messages à notre modérateur, Ignazi. Si vous me les envoyez, je ne serai pas en mesure de les lire. C'est Ignazi qui va recueillir vos questions, vos messages. Et dans peut-être 45 minutes à peu près, il nous les communiquera à Michel et moi. Et nous tenterons d'y répondre. La fois passée, il y avait plus d'une vingtaine de questions, plus intéressantes les unes que les autres. Et nous avons pu, grosso modo, commencer à répondre à 4 questions seulement. Nous sommes conscients que ça peut avoir un caractère un peu frustrant pour vous, comme pour nous aussi. Mais ces questions demeurent quand même utiles pour la suite de notre travail, puisque nous préparons bien sûr aussi chaque rencontre entre deux. Alors, une autre façon de nous rejoindre, c'est YouTube. Vous y êtes peut-être parvenu alors par le site
au pluriel.net. Il y a une page qui permet d'y accéder en direct. Aujourd'hui et d'autres jours, il y a parfois des petits problèmes techniques. Il y a énormément de mises au point à faire. Vous y êtes peut-être arrivé en regardant immédiatement l'émission sur YouTube et c'est tant mieux. Là, vous n'avez pas la possibilité de chatter en principe, seulement de regarder l'émission en direct avec un différé de 20 secondes toutefois. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas nous rejoindre ce soir ou qui veulent regarder à nouveau l'émission, il y aura une possibilité de consulter nos émissions archivées au fur et à mesure. La première rencontre est archivée et est accessible sur le site civilien.net pour l'instant. Ça, c'était donc pour les aspects très techniques. Lorsque vous vous inscrivez sur le site civilien.net, eh bien, vous recevez de temps à autre une lettre de nouvelles qui vous annonce les prochaines émissions. Attention, nous avons remarqué qu'un très grand nombre d'emails sont rangés plus ou moins automatiquement dans les boîtes de courrier indésirables, comme si c'était du spam alors que vous vous êtes pourtant inscrit. Donc, il se peut que vous n'ayez pas reçu des emails en retour de notre part simplement parce qu'ils ont été rangés dans les courriers indésirables. Alors Michel, notre émission aujourd'hui dure à peu près au maximum 1h30, parfois un peu moins. Et j'ai déjà mentionné que nous sommes en réalité 3 ce soir. Ignacy est à la régie, il n'apparaît pas à l'écran, il joue le rôle de modérateur et c'est lui qui nous communiquera toutes sortes de questions éventuellement que vous pourrez lui communiquer en cours d'émission. Il me semble maintenant que le moment pour se préparer à entrer davantage dans le vif du sujet pourrait peut-être consister à revenir sur quelques notions clés que nous avons abordées la fois précédente, Michel et moi, notamment ce qui avait été abordé, c'était une autre notion de l'État, notamment Michel, et qui va constituer notre point de départ pour notre seconde rencontre civilienne. Si tu es d'accord, Michel, peut-être de revenir un peu sur ces notions, de reclarifier un peu comment on pourrait comprendre de manière tout à fait autre ce qu'est l'État. Oui, ça c'est fondamental, surtout dans la phase que nous connaissons maintenant, avec la crise que nous traversons, que nous avons traversée et qui n'est pas finie, qui va continuer. Il est important que l'on aille vraiment jusqu'au bout des choses et que l'on essaye de modifier, transformer des schémas qui sont en nous depuis qu'on a été à l'école pratiquement, sur ce qu'est l'État. Car au fond, nous vivons dans une forme de gouvernance de la société qui date depuis, on pourrait dire l'époque romaine pratiquement, bien que les noms ont changé et que l'on a l'impression d'être dans une nouvelle forme de république. En réalité, si on le regarde en détail, on s'aperçoit qu'il s'agit de formes très anciennes. Je ne détaille ça pas plus juste maintenant, mais je voudrais rappeler que, au fond, il existe sur le plan général, là où sont les institutions de l'État, les institutions supra-étatiques, comme par exemple l'ONU, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, etc. À ce niveau-là, il existe un pouvoir d'action et d'organisation qui, au fond, nous met dans des sortes d'impasses actuellement, qui sont les impasses que nous connaissons. Et nous avons même employé le terme de macrobe par opposition aux microbes pour dire à quel point ces institutions qui ont du mal à se mettre au diapason de ce qui est nécessaire, de ce que veulent les civiliens, ces institutions peuvent agir d'une façon
bloquante pour l'évolution de la société, voire même dans certains cas toxiques, aussi toxiques qu'un microbe, et c'est pour ça que nous les avons appelés les macrobes, parce qu'ils agissent au niveau macrosocial. Et donc, ce que nous essayons de travailler, c'est d'avoir de développer une sorte d'instrument individuel qu'on a appelé le macroscope, la capacité de voir ce qui se passe au niveau macrosocial. Nous avons évoqué aussi un point très très important qui est celui qui consiste à revisiter de fond en comble les trois pouvoirs que l'on attribue habituellement à l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Nous avons surtout parlé la dernière fois du pouvoir exécutif, et c'est de lui que nous allons parler encore aujourd'hui, en posant la question, mais dans quelle mesure l'État a-t-il un pouvoir exécutif? À quel endroit est-il normal qu'il en ait? Et à quel endroit il ne devrait pas avoir de pouvoir exécutif? Ce qui reviendrait, si on allait jusqu'au bout de la question, et j'espère qu'on le fera, cela reviendrait à se poser la question, mais avons-nous besoin d'un gouvernement? C'est-à-dire d'un gouvernement unitaire avec un président qui résulte d'un processus électoral. Au fond, c'était la question essentielle sur laquelle qui était en... Ah, là, nous avons perdu Michel. Voilà, Michel est de retour et je croise les doigts en espérant que tout fonctionne maintenant correctement. Le voici qui arrive, qui nous rejoint. Rebonjour Michel. Rebonjour. Je suis désolé, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Voilà. Donc, on va peut-être directement entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas ce qui a été entendu et ce qui s'est perdu en cours de route. Voilà, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct et la situation va s'améliorer d'ici quelques semaines puisque les connexions Internet seront plus stables. Tu es ici en bout de chaîne, disons, en bout de ligne, et donc il y a une instabilité qu'on ne sait pas régler pour l'instant de toute façon. Mais donc, Michel, tu avais commencé, si j'ai bon souvenir, tu avais rappelé nos points de départ et tu allais commencer à entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, mais ça n'a pas été plus loin selon mon souvenir. Tu allais commencer à nous parler des services publics de la société civile, sauf erreur de ma part. Oui, il serait bien de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un service public ? Souvent, on dit le service public, c'est l'État. Or, la dernière fois, nous avons bien fait la différence entre le gouvernement et l'État. Habituellement, on associe, justement, parce qu'on dit qu'il y a un pouvoir exécutif et que c'est l'État, c'est un des trois pouvoirs de l'État. Or, si l'on prenait ministère par ministère ce qui est absolument indispensable, par exemple dans le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qui est indispensable pour fonctionner, on s'apercevrait que la société civile peut le faire par elle-même. Et c'est ce que nous allons voir avec certains services publics. Ce qui veut dire que il ne faut pas confondre l'État et le gouvernement. Et
quand je parle de gouvernement, je parle de gouvernement unitaire, c'est-à-dire un gouvernement qui s'occupe de, en gros, on va dire, régler toutes les questions qui émergent dans la société. La question des services publics, elle, est très débattue et c'est revenu en force avec la crise du Covid-19. Mais au fond, si on interroge les gens sur mais qu'est-ce que c'est pour vous un service public, on s'aperçoit que c'est une notion très très floue. Et comme je le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que la plupart du temps, la réponse c'est le service public, c'est ce qui est géré par l'État. Donc, comment pouvons-nous essayer de transformer cette image-là du service public? Pour ça, il faut déjà faire la différence entre l'économie marchande et l'économie non marchande. L'économie marchande, c'est celle des entreprises qui produisent des biens et des services qui sont, on pourrait dire, facturés à la pièce, vendus à la pièce. Par exemple, une fabrique de stylos, un cabinet d'experts comptables qui facture ses prestations, une entreprise de transport, etc. On a donc la fabrication de biens et la prestation de services qui sont dans l'économie marchande. Pour l'économie non marchande, on a des services qui, eux, ne sont pas facturables à la prestation. Avec, bien sûr, certaines réserves. Mais savoir, par exemple, quelle est la valeur créée par un pianiste qui donne un concert, quelle est la valeur créée par un instituteur, un professeur qui donne un cours, c'est une question, au fond, assez difficile. Et si un professeur vendait sa prestation à chaque fois en disant voilà, j'ai fait travailler avec les enfants telle chose ou telle autre chose, vers quoi irions-nous? On irait vers une marchandisation de l'éducation. Et que dire d'un chercheur qui va travailler des jours, des mois, des années entières sans apparemment rien produire. Et pourtant, sa recherche est extrêmement importante. On voit que là, on ne peut pas déterminer un prix comme on peut le faire pour une voiture, pour un téléviseur, voilà, ou pour une prestation d'avocat ou un transport. Nous sommes donc dans une économie où, au fond, on ne peut pas payer, avec l'économie non marchande, nous sommes dans une économie où on ne peut pas payer directement la prestation. Il y a donc, et ça c'est important à noter, une déconnexion complète entre ce que va recevoir la personne qui fait cette prestation, on appelle ça son salaire ou autrement, et ce qu'elle fait comme prestation. Souvent, on parle de déconnecter le salaire du travail. Eh bien, on voit cette chose-là, au fond, qui devrait être déjà réalisée, qui l'est en grande partie.
sauf que les salaires sont souvent sous-évalués dans ce domaine-là. Alors ça, c'est ce qui concerne l'économie non marchande. Et il est important de se rendre compte que cette économie-là, elle est vitale pour l'autre économie, l'économie marchande. C'est-à-dire que l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et ça, c'est un point qui, chez les économistes, peut être dit, mais au niveau essentiellement d'un discours. Parce que lorsqu'il s'agit de régler une difficulté qu'il y a, par exemple, dans l'économie, s'il y a un blocage de l'économie ou une diminution de l'activité, alors à ce moment-là, la plupart des économistes, surtout libéraux, disent il faut diminuer la part de la richesse nationale qui est attribuée à l'économie non marchande. Et c'est là qu'intervient la diminution de l'activité des services publics, la diminution des ressources des services publics. On connaît les plans de restructuration qui sont imposés par notamment le Fonds monétaire international lorsqu'il s'agit de restructurer l'économie et la dette d'un pays. Les premières victimes, ce sont les services publics. C'est l'économie non marchande. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, puisque lorsque l'on diminue les ressources, non seulement les prestations, comme par exemple dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, sont de moins bonne qualité, mais également on a tous ceux qui travaillent dans le milieu associatif, qui travaillent dans les services publics, qui travaillent dans la culture, dans la santé, etc. Toutes ces personnes n'ont plus les moyens de pouvoir acheter des produits de l'économie marchande. Donc l'économie marchande, d'une certaine façon, en faisant ça, se tire une balle dans le pied. Et ce point-là est loin d'avoir été suffisamment saisi par les économistes. Et il est très important de le faire, de se dire, mais au fond, l'économie ne peut être en bonne santé que si il y a suffisamment de ressources allouées à l'économie non marchande. Donc, ce que l'on devrait faire, et ça peut paraître paradoxal, mais en période de crise, il faudrait allouer plus de ressources à l'économie non marchande et notamment aux services publics. Ça, je crois que c'est un premier point. Or, c'est exactement l'inverse, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui se déroule habituellement. En période de crise, la première chose à laquelle on pense, c'est diminuer les ressources de la culture, souvent pour commencer, de l'éducation, des soins de santé, etc. Et on se met alors une balle dans le pied au niveau économique global, puisque l'économie marchande va elle-même en pâtir. Mmh. Oui. Et ça c'est la raison qui tient à ça, et derrière est une raison importante, mais pas facile à saisir. Enfin, on la saisit on peut la saisir rapidement, mais trouver la solution pour sortir de ça n'est pas si simple. Au fond, pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est que à un moment donné, on estime que l'État dépense trop pour tous les services qui dépendent de lui. Mais quand on dit que l'État dépense trop, quand les sbires du Fonds monétaire international viennent discuter avec les dirigeants d'un pays, comme on l'a vu par exemple avec
la fameuse crise en Grèce. Hein. Pourquoi est-ce que l'on demande que l'on diminue d'abord les ressources des services publics? La raison vient au fait que l'État est trop endetté. Alors ça, c'est une question la dette de l'État qu'il faudrait traiter pour elle-même. Mais si l'État est trop endetté, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment les ressources pour pouvoir financer les services publics et tout le fonctionnement de l'État. Alors on dit par exemple, ah oui, il faudrait un peu plus taxer les personnes les plus riches, taxer un peu plus les bénéfices des entreprises, etc. Mais si on dit ça, ça veut dire qu'on suppose toujours que les bénéfices des entreprises doivent aller à ceux qui détiennent les actions des entreprises. C'est ce qui est derrière, au fond. Et c'est ce qui est derrière tous les plans, c'est-à-dire qu'on veut sauvegarder la part des entreprises, la part des bénéfices qui vont aux détenteurs des actions des entreprises. Et donc, c'est une question qu'il faudra que nous traitions un jour, c'est à qui appartiennent les bénéfices des entreprises. Mais je voudrais simplement signaler, quand on voit les plans qui sont faits actuellement par la Commission européenne, hein, ce plan de 750 milliards d'euros qui vont être mis à disposition sous forme de subventions et sous forme de prêts, hein, auprès des pays membres de l'Union européenne. C'est énorme. À cela s'ajoute ce que va consacrer chaque État, les centaines de milliards consacrés par l'Allemagne, par la France, par l'Italie et la Belgique, etc., pour faire face à la crise. Je voudrais qu'on mette en balance ce que représentent les bénéfices des entreprises, par exemple en France. Pour l'année 2019, on peut les estimer, c'est assez difficile de trouver des chiffres clairs là-dessus, mais d'après mes calculs, on aurait entre 240 et 270 milliards d'euros de bénéfices distribués aux entreprises. Je parle de bénéfices distribués. Avant, il y a ce qui a été pris en impôts, hein, et ce qui a été aussi consacré pour l'autofinancement, etc., hein, ou pour la mise en réserve. Donc en bénéfices distribués, on a rien que pour la France une somme de, disons, 250 milliards d'euros. C'est très conséquent. Si on regardait cette chose-là, on se dirait, mais en fait, il y a de quoi largement financer les services publics. Il n'y a pas de problème de financement des services publics. Le problème, c'est un problème lié au capital. Et donc, ce qu'il faudra revisiter, on ne va pas le faire maintenant parce que c'est pas notre thème principal, mais nous avons une difficulté avec la question du capital qui n'est plus remis en cause, regardons cela aussi, qui n'est plus remis en cause réellement depuis la chute du mur ou la chute du rideau de fer. Donc c'est une question qui peut faire regarder le financement des services publics d'une façon tout à fait différente et qu'il faudra que nous traitions si nous voulons
vraiment entrer dans une société des civiliens et des civiliennes. Et qu'en est-il, Michel, dans une situation comme celle que nous connaissons avec la crise du coronavirus? Il y a une baisse assez substantielle, en tous les cas pendant un certain temps, et pour un certain nombre d'entreprises, des bénéfices qu'elles vont pouvoir faire. Pour certaines, c'est à tel point qu'elles vont disparaître. Il va y avoir des faillites d'entreprises. Là, on est dans un cas peut-être très, très rare et très particulier, à savoir que pour pouvoir, entre guillemets, relancer l'activité sociale et économique dans le sens large du terme, tout à l'heure, tu as expliqué, mais qu'en fait, on dispose de ces moyens grâce aux bénéfices des entreprises. Et il faudrait au contraire donner plus de moyens encore à l'économie non marchande, euh, puisque une économie non marchande en bonne santé, en bon développement est une aide finalement pour l'économie marchande. Qu'en est-il dans une situation où globalement, même l'économie marchande est mise à mal du fait d'une crise comme celle que nous connaissons pour l'instant? Est-ce qu'il existe encore quand même certains moyens qui pourraient être alloués grâce aux bénéfices de certaines entreprises pour financer les services publics, les financer davantage même? Mmh. Et oui, bien sûr. Bien sûr, tu te souviens sans doute que le moment où le confinement a commencé, c'était le moment où les entreprises publiaient leurs comptes et qu'apparaissait le montant des bénéfices qu'ils avaient réalisés en 2019 et que la question s'est posée, mais allez-vous distribuer ces bénéfices? Certaines entreprises ont renoncé à le faire, mais ça ne veut pas dire que l'argent est allé vers les services publics. Mais certaines entreprises ont renoncé à le faire parce que ça paraissait presque indécent de le faire. Mais la crise du Covid nous a révélé notamment cet aspect-là, c'est-à-dire, nous devons nous poser la question, à qui appartiennent les bénéfices des entreprises? Alors ça, je propose qu'on le traite une fois en détail, mais je voulais le mentionner simplement pour qu'on regarde que la question des services publics est liée à cette question-là. Et c'est pas en taxant un petit peu plus ceux qu'on appelle les riches, ce n'est pas en augmentant simplement un peu les impôts sur les entreprises ou en rétablissant l'ISF qu'on va résoudre la question des besoins de l'économie non marchande. On doit aller beaucoup plus loin que ça si on veut développer une économie en bonne santé. Et il est intéressant de voir que, au fond, nous ne pouvons pas avancer sur cette question parce que nous n'avons pas une image claire de ce que sont les services publics. Et nous croyons que les services publics sont liés à l'État et donc il faut faire maigrir l'État, dégraisser le mammouth, pour employer une expression qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Alors qu'en fait, il s'agit de tout autre chose. Et c'est de ça qu'on devrait parler. J'apporte un petit point pratique, Michel. J'invite ceux et celles qui nous ont rejoints après le démarrage de l'émission via l'application Zoom à communiquer, s'ils le souhaitent, des questions à notre modérateur Ignacy. Je vois en effet que certaines personnes me communiquent certaines questions, mais je ne suis pas en mesure de les lire immédiatement. Je vous invite à les copier et les coller et les transmettre au modérateur. C'est lui qui les récolte et qui va les transmettre à Michel et moi-même. Nous allons tenter de répondre à certaines d'entre elles
peut-être pas toutes, hein, ça dépend de leur nombre, d'ici une dizaine de minutes à peu près. Voilà, j'ai fait ce petit intermède, Michel, où on peut peut-être revenir à la question des services publics de la société civile. Tu dis ça serait important d'avoir un concept vraiment clair de ce qu'est le service public. Il me semble que c'est par ça que tu viens d'achever, mais et ce concept semble ne pas être très clair. Alors qu'il me semble que la plupart d'entre nous, quand on dit service public, ça paraît tellement une évidence. En quoi est-ce que c'est pas évident alors? Quand prenons un exemple. Si on a une commune où il y a deux écoles de musique, une qui est gouvernée par la mairie, sous la responsabilité de la mairie, école de musique municipale, et une autre qui est née sous l'impulsion de quelques musiciens et qui est gérée par une association sans but lucratif. Est-ce que les deux ne fournissent pas un service public? Ça veut dire, est-ce que les deux ne s'adressent pas à tout le monde, ne sont pas ouvertes à tout public, indépendamment de la nationalité, de la couleur de la peau, de la religion, etc., etc. Je précise bien que la deuxième école dont je parle, elle est sans but lucratif. Si c'était une école qui visait de faire du profit à partir de son activité d'enseignement de la musique, c'est autre chose. Mais en réalité, si on observe dans les faits ce que fait l'école de musique municipale et l'école de musique associative, dans les faits, il n'y a pas de différence. S'il y en a une qui est très importante, c'est que l'une reçoit des fonds publics et l'autre n'en reçoit pas et doit donc facturer un écolage, on va dire, aux familles. Ça veut dire que ça peut aussi créer à ce moment-là des barrières financières, alors que certaines diraient oui, mais les méthodes qui sont mises en pratique dans cette école de musique associative, elles me conviennent mieux, je vois mieux mon enfant par exemple, ou moi-même si je veux faire de la musique, je me vois mieux là que dans l'autre école. Ça peut être le contraire aussi, hein. Je ne veux pas dire que c'est systématiquement comme cela, mais il y a une barrière financière à ce moment-là qui est là, alors que les deux font une prestation qui s'adresse au public. C'est bien ce qui est dans le terme service public, c'est je m'adresse à tout le monde, au public. Alors pourquoi, d'une part, l'argent ne vient-il pas de la même façon dans les deux types de structures? Et il est très bon qu'il y ait une pluralité de structures, par exemple dans le domaine de l'enseignement de la musique, comme des autres arts, bien sûr. J'ai pris cet exemple-là, mais on peut en prendre d'autres. Ou comme dans le domaine de la recherche, il y a plusieurs types de recherche, etc., etc. Donc cela veut dire que le service public, il existe à partir du moment où quelqu'un ou une association fait une institution, qui pourrait être une autre forme qu'une association, mais dès l'instant où une institution s'adresse à tout public, ne fait pas de discrimination pour l'accès aux services qu'elle propose, qu'elle est sans but lucratif et qu'elle travaille avec de l'argent public et que cet argent public est consacré à son but et uniquement à son but. Or, dans l'exemple que tu as donné, c'est
l'association qui offre des formations musicales et qui n'est pas financée par les pouvoirs publics, du fait qu'elle n'est pas financée par les pouvoirs publics, d'aucuns pourraient dire, ben voilà, ce n'est pas un service public, puisque Oui, ce critère-là n'est pas rencontré. Vous voyez bien que ce n'est pas un service public puisqu'elle n'est pas financée par les pouvoirs publics. et oui. Et qu'est-ce qu'on dit en général? On dit c'est une école privée, alors elle ne poursuit aucun but d'intérêt privé. Elle est d'intérêt public. Je veux dire, enseigner l'art à des enfants, si on n'en fait pas un commerce, c'est bien sûr, il faut que les gens soient rémunérés, les artistes qui travaillent dans cette école, mais euh, euh, s'il n'y a pas une notion de profit derrière cela, alors l'école offre une prestation qui est dans le domaine public, qui est d'intérêt public. Il n'y a aucun intérêt privé. Donc, on peut l'appeler école privée, c'est distordre la réalité. Et d'ailleurs, là, j'ai pris l'exemple d'une école d'art, mais de musique, mais on peut le prendre pour toutes les écoles. Et on pourrait très bien avoir aussi des institutions pour les enfants qui ont du trouble du développement, par exemple. On pourrait prendre dans le domaine de la santé, pour des hôpitaux qui seraient gérés, impulsés ou des centres de soins qui seraient impulsés par des associations qui offriraient un véritable service public, sans but lucratif, et qui donc devraient recevoir aussi de l'argent public, ce qui est d'ailleurs en partie le cas lorsque la sécurité sociale et les mutuelles financent, enfin tout au moins pour la sécurité sociale. Si je comprends bien, c'est surtout le but qui va être déterminant. Est-ce que le but est un but de service au public? C'est pas tant le mode de financement qui importe, quoique pour bien faire, ce mode de financement, puisque c'est un but de service au public, ne devrait pas avoir de caractère marchand. Enfin, je veux dire, on ne voit pas bien pourquoi il y aurait alors une discrimination à faire entre différents types de services publics. Pourquoi est-ce que l'un reçoit un financement public et pas l'autre, alors qu'ils ont tous deux une finalité à service public, de service public? Mmh. Mmh. Oui. Et là, on voit que cette discrimination, elle est là et elle est bien ancrée. Et l'on dit, oui, mais si on finance une pluralité d'institutions qui offriraient un service public, c'est au détriment de l'institution soi-disant étatique. Alors qu'en réalité, c'est le contraire, c'est l'institution qui devrait être désétatisée pour devenir vraiment publique. Parce qu'on devrait se poser la question quelquefois, mais est-ce que les institutions dites de service public, gérées par ce qu'on appelle les services de l'État, en fait, les services dirigés par le gouvernement, hein, ces institutions, est-ce qu'elles offrent réellement un service public? Où est l'évaluation de ça? Quand vous voyez par exemple que des enfants ne peuvent pas trouver leur place parce qu'on est dans un système hyper compétitif dans l'éducation et que le système compétitif ne leur correspond pas, ça veut dire qu'on ne leur donne pas l'éducation à laquelle ils ont droit. Donc, ils se retrouvent à un moment donné exclus du service public, non pas parce qu'on les a mis dehors, mais parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à y rester.
ça ne leur correspond pas. Et dans ce cas-là, ils vont vers ce qu'on appelle le système privé, mais qui n'est pas privé en réalité. Il y a très peu d'écoles privées en France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais il y a très très peu d'écoles privées. Il y a beaucoup de... La Fédération des écoles privées a un grand nombre d'adhérents, d'institutions adhérentes. Mais en réalité, ce ne sont pas des écoles privées, ce sont des écoles qui fournissent un service public non reconnu. Le terme privé est généralement utilisé pour qualifier qui est le pouvoir organisateur de ces structures, qui détient le pouvoir. Si c'est l'État, les communes, ce qu'on appelle les régions chez nous, etc., ou les provinces, alors on parlera d'écoles publiques. Lorsque le pouvoir est détenu non pas par ces structures-là, mais par des citoyens, par d'autres associations, on parlera d'écoles privées. C'est plutôt dans le sens de la propriété ou de l'organe qui prend les décisions, qui détient le pouvoir, que les termes en question sont utilisés. Et c'est là qu'en effet, il y a une confusion qui s'est introduite. C'est ça. Puisque le pouvoir peut très bien être dans les mains de citoyens, de civiliens même, et pourtant être totalement de service public. À l'inverse, on peut se poser la question, mais j'ose à peine ouvrir cette boîte de Pandore, est-ce toujours un objectif de service public qui est poursuivi par les détenteurs de pouvoir au sein des provinces, des États, etc. On peut se poser aussi cette question-là. Hein. Et oui. Et je n'ose pas trop ouvrir cette boîte. Enfin, tout le monde connaît un peu la réponse, de toute façon. Oui, oui. C'est clair. Mais justement, c'est ça. C'est là que nous voyons à quel point nous vivons dans des schémas figés, avec des sortes de définitions qu'on a. Immédiatement, on dit c'est un service public parce que c'est mené par l'État, mais on n'interroge pas le fait que mais est-ce qu'ils font réellement un service qui s'adresse à tout public? Et de l'autre côté, on dit oui, mais ça c'est des écoles privées, c'est des écoles de riches, etc. Ben oui, parce qu'on ne leur donne pas les moyens de vivre avec l'argent public. Donc toute la question est de revoir, d'arriver à des critères clairs de ce qu'est un service public, et d'à partir de là de dire mais quelle est la meilleure façon de gérer ce service public? Est-ce que c'est par un centralisme avec un ministre à la tête de ce service qui est la meilleure façon de le faire? On pourra en débattre, mais je crois qu'on aurait assez vite la réponse, surtout dans le domaine de l'éducation. C'est peut-être là que c'est le plus flagrant, mais on peut l'avoir aussi dans le domaine de la santé avec la crise du Covid, où on voit que l'État, tout au moins en France, n'a pas su faire face et qu'il s'est retrouvé même être un obstacle à la résolution de certains problèmes, comme par exemple les vétérinaires qui avaient proposé de faire des tests et qu'il a fallu des semaines et des semaines avant que le feu vert ne vienne, et encore là où il est venu, de la part du gouvernement central. Voilà, on pourrait multiplier les exemples là-dessus, mais on s'apercevra que la société civile est capable de faire par elle-même, c'est-à-dire quand je dis la société civile, c'est les acteurs du domaine concerné. Les acteurs de la santé, les acteurs de l'éducation, les acteurs du milieu artistique, les acteurs de la recherche. Voilà. Pour reprendre l'exemple des écoles de musique que tu exprimais tout à l'heure, Michel, une préoccupation légitime de la part de responsables de pouvoir public est de voir comment on peut, sur un territoire donné, mutualiser des moyens, éviter de multiplier le nombre de salles de sport, par exemple, ou de piscines, peut-être même d'écoles, que sais-je, si les moyens sont relativement limités,
Et ce que l'on entend souvent comme reproche en Belgique, en tous les cas, au niveau de l'organisation des écoles, ce qu'on appelle les écoles libres, les écoles des pouvoirs publics, c'est qu'il y a une espèce de dispersion des moyens lorsqu'il n'y a pas une espèce de centralisation suffisante. Et ça serait valable un peu dans tous les domaines. Donc si on laisse ça aux mains des civiliens ou des citoyens, chacun dans leur domaine en effet de spécialité, hein, ce qu'on va voir apparaître, c'est une espèce de grand chaos en fait, et peut-être même une concurrence exacerbée entre ces différentes structures qui peut-être non seulement vont consommer finalement beaucoup plus de moyens, ça c'est l'aspect économique, mais vont peut-être aussi finalement proposer soit une qualité moindre, soit commencer à se différencier entre, pour reprendre ces termes assez horribles, hein, entre école élitiste et école poubelle, hein, comme on les appelle de manière assez horrible. Mais en effet, on voit apparaître alors dans le paysage, si je prends le cas de l'éducation notamment, des différenciations. Bon, j'ajoute tout de suite que je sais qu'en France, les différenciations existent malgré le caractère très centralisé hein, de l'éducation nationale, donc ça ne semble pas finalement arranger les choses. Je traduis ici, en tous les cas, une préoccupation qui existe et qui est une question supplémentaire qui vient s'ouvrir à partir du moment où une partie des prérogatives du gouvernement, de l'exécutif passe dans des mains civiliennes, pour ainsi dire, un certain nombre de questions demeurent présentes. Je vous ouvre une toute petite parenthèse pour proposer, pour inviter notre modérateur à rassembler déjà maintenant les questions qui lui sont posées et à les coller dans nos systèmes de conversation pour que nous puissions dans quelques minutes y répondre, Michel et moi. Je referme la parenthèse, Michel. Oui, mais la question que tu soulèves, elle est très vaste. Hein. Mais dans le principe, on peut dire peut-être que je vais dire ça un petit peu autrement. Il y a des études qui ont été faites sur le coût administratif des écoles publiques et le coût administratif, enfin des écoles gérées par ce qu'on appelle l'État, hein, par la superstructure d'État, et les écoles gérées par ce qu'on appelle, entre guillemets, les écoles privées. Hein. Eh bien, le rapport est de 1 à 10. C'est-à-dire que le coût de gestion est 10 fois moindre dans les écoles dites privées. Ça pourrait s'examiner plus, un peu plus loin, ça, mais je crois que on s'apercevra qu'on fait des économies. Et si effectivement il y avait doublon d'institutions, alors je crois qu'il faudrait faire une chose que moi j'essaie toujours de faire, c'est de me dire, c'est pas parce que il y a une question ou une objection qui apparaît que on doit maintenir le système existant. J'ai plutôt tendance à me dire, mais l'objection ne justifie jamais le système lui-même. Regardons plutôt comment on répond à cette objection et que fait-on. Et là, à ce moment-là, j'ai des choses que je pourrais, par exemple, proposer. Et je vais demander à Ignazi de mettre le schéma de service public de la société civile, le schéma qu'on trouve dans mon livre Dépolluer l'économie par rapport au service public de la monnaie et au service public des institutions bancaires. Voilà, merci Ignazi. Le schéma, vous l'avez sous les yeux. Hein. Alors, je précise qu'il s'agit d'une institution monétaire, mais on pourrait mettre hôpital, on pourrait mettre école, on pourrait mettre institut de recherche, etc., etc. Je viendrai sur d'autres services publics si on a encore un peu de temps après,
notamment par exemple les transports publics, la poste, etc. Hein. Mais puisqu'on a commencé avec l'économie non marchande, continuons. Et vous voyez qu'au centre, vous avez l'institution, qui peut être encore une fois monétaire ou artistique ou éducative. Hein. Voilà, vous avez l'institution qui est au centre. Et autour, vous avez trois autres institutions qui vont veiller à la bonne marche de ce service public, qui vont aider à cette bonne marche. Déjà, précisons qu'à côté de l'institution monétaire, vous voyez une petite ellipse avec marqué CDS. CDS, vous voyez en bas, marqué Conseil de surveillance, on pourrait dire Conseil de veille aussi, composé de représentants d'ONG, d'associations d'usagers et d'employés. Ça veut dire que l'institution elle-même, elle regarde son propre fonctionnement, elle a un regard, de par ce conseil de veille ou de surveillance, qui regarde que l'institution remplisse bien ses buts. Ensuite, vous avez en bas un institut d'audit, alors qui sera un institut d'audit monétaire dans le cas qui est écrit sur ce schéma, mais qui peut être un institut d'audit du fonctionnement d'une école, par exemple. Cet institut d'audit va regarder les comptes et le fonctionnement et regarder si l'institution utilise l'argent public selon les buts qu'elle s'est donnés et qu'il n'y a pas de l'argent qui se perd en cours de route ou qui serait éventuellement détourné, ce qui peut toujours arriver, mais aussi dans les institutions qui sont gérées par le système dit étatique, ça existe aussi, ça peut arriver partout. Hein. Donc il faut bien sûr un système d'examen en détail du fonctionnement et des comptes. Maintenant, l'argent public, comment est-ce qu'il est attribué? Alors vous avez en haut à droite le Conseil national des usagers d'institutions monétaires ou autres. Hein. Ce Conseil national des usagers, il va s'occuper d'une chose, mais qui demande pas mal de travail et une bonne connaissance du domaine concerné. Il va s'occuper de déterminer les ratios de plafond budgétaire des institutions. Ça veut dire, et on en a parlé un petit peu la dernière fois, un service public situé dans une zone où il y a, par exemple, beaucoup d'industries et puis des personnes qui ont des gros revenus, cette institution pourrait avoir recevoir des ressources assez importantes. Et une institution qui serait située dans une zone qu'on va dire socialement défavorisée, comment pourrait-elle collecter de l'argent? Donc, il est important de faire en sorte qu'il y ait à ce niveau-là une forme d'égalité, c'est-à-dire que par rapport au volume d'activité de l'institution, il y ait un plafond de ressources. C'est-à-dire que le budget n'est pas extensible et que il doit être limité par quelque chose qui a été décidé par des personnes de la société civile qui se consacrent à étudier ce domaine-là, donc des ONG, si vous voulez, qui se consacrent à bien connaître ce domaine et qui disent, voilà, en fonction de l'activité, du volume d'activité de l'institution, le budget est plafonné à tant. Est-ce que ça voudrait dire, Michel, par exemple, que s'il s'agit d'une école qui est située dans un quartier très favorisé, par exemple, et qui serait donc susceptible de recevoir de l'argent public, mais peut-être aussi des dons, ça peut arriver, hein,
Et donc, elle pourrait en recevoir d'autant plus qu'elle est dans un milieu très favorisé. Il y aurait un plafond. Il y aurait un plafond de telle façon que chaque école soit traitée sur ce plan-là de la même façon. Avec une nuance aussi, si par exemple une institution se trouve dans une zone, par exemple une école où il y aurait besoin davantage d'éducateurs parce que la situation sociale le nécessite, que à ce moment-là, cette école puisse avoir au contraire un budget supérieur aux autres écoles. Pareil pour un hôpital, si c'est un endroit où il y a une crise sanitaire, par exemple. Hein. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui doit dire c'est égal, c'est tout le monde pareil. Il peut y avoir une différenciation, mais elle doit être justifiée par rapport à l'activité. Et ça amène à ce moment-là à l'ellipse qui est à gauche du schéma, hein, le conseil de coordination des institutions monétaires ou autres. Hein. Le conseil de coordination. Ça veut dire que les institutions monétaires, elles doivent collaborer entre elles, ou les institutions pédagogiques, ou les hôpitaux, etc. Ils doivent, chacun dans son domaine, doit collaborer. Ils doivent tous collaborer en se regroupant, non pas en disant par département. On peut en avoir plusieurs de façon à avoir un conseil qui ne soit pas trop gros pour qu'on puisse travailler de façon efficace. Eh bien, on peut en avoir plusieurs dans une même région ou dans un même département. Ceci serait déterminé par les acteurs eux-mêmes. Et c'est dans ce conseil de coordination, on s'occuperait de regarder les besoins de la région. Si par exemple on s'aperçoit qu'à tel endroit on n'a pas une maternité pour accueillir les naissances des enfants, eh bien on dirait là la population a changé, etc. Il faut ouvrir une maternité. Qui peut s'occuper de ça? Et donc les institutions existantes regarderaient, mais est-ce que nous pouvons par exemple, créer une antenne à cet endroit-là, ou bien non, nous n'avons pas les ressources suffisantes, ou on ne sait pas le faire, etc. On veut se concentrer sur notre propre institution. À ce moment-là, ils devraient et ils auraient l'obligation de trouver une solution à ça et trouver une réponse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une obligation de coopération entre entités du niveau méso, comme on disait l'autre fois? Elles seraient dans l'obligation de coopérer. Voilà. À voir comment elles vont coopérer, Bien sûr, il y a parfois de la concurrence aussi entre elles, mais elles seraient néanmoins autour d'une table. Et on leur dirait, vous avez à trouver une solution, des solutions. Oui, ça c'est vraiment un point très très important qui fait voir le droit d'une autre façon. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un droit, c'est un devoir. Vous avez le devoir de faire ça. Hein. Vous ne faites pas comme vous voulez non plus. Hein. Mais on vous dit pas comment vous allez le faire, c'est à vous de trouver la solution. Et la solution trouvée en Provence, par tel conseil de coordination, sera pas la même que à Brest ou à Strasbourg ou en Belgique ou etc. Hein. Donc ça c'est une façon de répondre aux besoins. Et les besoins, ça peut être, pour prendre un thème bateau, c'est celui des masques. Hein. La question des masques dont on a un peu parlé la dernière fois pourrait être traitée dans ce cadre-là. Chaque institution s'occupe de voir quels sont ses besoins en prévision d'une pandémie. Je parle des masques, mais ça pourrait être autre chose, hein, ou d'autres médicaments, d'autres modes de soins, etc. L'institution elle-même regarde comment elle fait, mais elle peut se mettre en relation au sein du conseil de coordination, et on peut très bien avoir une commission dans ce conseil de coordination qui s'occupe de coordonner justement les besoins en prévision d'une pandémie. C'est pas très compliqué à mettre sur pied. Il faut bien sûr pas que ce soit trop grand comme conseil de coordination
pour qu'on puisse travailler de façon efficace. Après, rien n'empêche qu'un conseil de coordination se mette en rapport avec un autre conseil de coordination en disant comment pouvons-nous mutualiser certaines ressources. Là, c'est... Pardon, vas-y. Vas-y. Oui, non, je veux dire que là, c'est à la société civile sur le terrain de voir les besoins sans les faire remonter à un État central qui ensuite doit s'occuper, avec les lourdeurs de procédures administratives, de trouver les moyens de répondre à ça, ou éventuellement de ne pas traiter la question comme on l'a vu avec les masques. Les lourdeurs et les lenteurs. Hein. Donc l'idée ici serait aussi une idée d'une souplesse beaucoup plus grande, d'une proximité plus grande des réalités du terrain, et cela n'empêcherait pas l'individualisation, si je puis dire, des institutions elles-mêmes. Si je prends le cas par exemple des écoles, je vais essayer de donner un exemple concret. Il y a des écoles qui ont des conceptions pédagogiques qui peuvent être assez différentes les unes des autres. Ce qui est d'ailleurs une des préoccupations souvent des autorités, c'est d'essayer d'uniformiser autant que possible les programmes scolaires, puisque quand on uniformise les programmes scolaires, ça favorise la mobilité des élèves d'une école à l'autre. C'est le cas en Belgique en tous les cas. Hein. Je prends un exemple des élèves qui sont en 3e année primaire. S'ils sont dans des écoles qui pratiquent des programmes très différents les uns des autres, ce qui va préoccuper les autorités et d'ailleurs les parents aussi, c'est comment les choses vont-elles se passer si cet élève quitte cette école et entre dans une autre école dont le programme est assez différent. Alors là, ça nous fait rentrer un peu plus dans le détail de l'éducation, mais moi je poserais la question autrement. Comment se fait-il que les élèves n'auraient pas la mobilité ? Est-ce que c'est une question de programme ou est-ce que c'est une question de comment on enseigne et comment on éduque surtout un enfant pour qu'il puisse lui-même faire face au changement. C'est une question fondamentale de la pédagogie et c'est pas une question de programme. C'est pas une question d'uniformisation des programmes. Avec ce dispositif tel que tu le présentes ici, il est tout à fait possible d'imaginer qu'il y a une individualisation des écoles et des programmes. Et s'il y a lieu de, comme tu dis, c'est essentiellement à travers la façon d'éduquer les élèves à la capacité de changement qu'on peut résoudre ce problème. Mais par ailleurs, rien n'empêche aussi que des questions soient abordées en conseil de coordination, le cas échéant. Si en effet, il y avait des petits soucis ou grands soucis qui se posaient en termes de mobilité, on peut exposer la chose en conseil de coordination de plusieurs écoles, par exemple, et on finira bien par trouver les meilleures solutions. Oui. Alors bien sûr, une institution peut s'endormir, ne pas faire les choses comme elle avait annoncé qu'elle les ferait, et c'est justement l'Institut d'audit qui doit en premier repérer les insuffisances de fonctionnement et qui va faire un rapport, et le conseil de coordination va regarder ces rapports d'audit. Et à un moment donné, il peut enlever l'accréditation de service public à une institution qui n'aurait pas répondu à certaines demandes de l'Institut d'audit. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que le temps avance, mais on peut très bien imaginer des modes de fonctionnement qui sont gérés par les acteurs eux-mêmes, avec la possibilité pour tout usager ou tout acteur de terrain de saisir le conseil de coordination. Et là, ça vient sur la troisième fonction qui est inscrite dans cette ellipse. Le conseil de coordination juge les litiges et les plaintes. Il faut bien sûr qu'il y ait une possibilité de litige et de plainte pour dire, voilà, attention, il y a une certaine dérive dans cette institution. Regardez ça parce que il faut y répondre à cette dérive. Donc là encore, on peut avoir une
une possibilité d'entrer en dialogue entre le conseil de coordination et l'institution concernée pour que les choses rentrent, soient en accord avec ce que l'institution s'est donné elle-même comme but. Et j'ajoute que ça n'exclut pas, bien sûr, que si il y a un acte qui relève du pénal, que quelque chose a été fait que, par exemple, puisqu'on parlait de l'école, des enfants ont été maltraités ou endoctrinés ou je ne sais quoi, dans ce cas-là, la chose peut aller jusqu'au pénal. Et comme c'est le cas actuellement, et il y a un droit de l'enfance qui permet de protéger d'un certain côté les enfants et surtout de recourir en cas de contre l'institution en cas de dérive, dans des cas graves. Il me semble que c'est important de porter notre regard sur une image comme celle que tu présentes ici, Michel. Tu l'as dit tout à l'heure, ça peut encore prendre une forme différente aussi, mais en tous les cas, quelque peu différente, mais ça donne, ça ouvre des perspectives, c'est ça que je veux dire. Généralement, on n'a quand même d'abord pas cette représentation qu'il est possible de prendre en charge un certain nombre de services publics qui sont actuellement pris en charge par l'État. On pense que on ne voit pas, on pense même pas la chose possible. Et non seulement on peut la penser possible théoriquement, mais ici on peut trouver une illustration d'un chemin imaginé où on voit bien qu'en effet ce sont les acteurs de la société civile eux-mêmes qui prennent en charge ce service public. Oui. Donc ça peut être stimulant pour notre propre, non seulement réflexion, mais imagination pratique aussi. Là où on se trouve, quel que soit le pays où on se trouve, bien sûr, il y aura toutes sortes d'obstacles qui vont exister, mais au moins on peut voir apparaître ici certaines perspectives, me semble-t-il. Est-ce que c'est le bon moment de commencer à aborder certaines questions qui nous ont été posées, Michel? Je pense que oui. Oui, est-ce que tu serais d'accord que j'apporte juste une petite chose, un petit complément. Oui. Peut-être que Ignacy peut enlever le schéma pour l'instant, ou peut-être on le laisse s'il y a des questions, je ne sais pas, on pourra toujours le remettre. Mais je voudrais juste mentionner un point, et puis on passe tout de suite aux questions. C'est celui que j'avais évoqué juste en passant tout à l'heure, qu'il faut regarder aussi des services publics, des activités comme par exemple la poste, les chemins de fer, les transports publics, etc., l'énergie, les routes. Tout ceci est un peu différent de ce dont nous avons parlé, mais seulement dans une certaine mesure. Je m'explique et très brièvement, c'est-à-dire que, par exemple, la Poste fournit une prestation qui est de nature marchande, qui est dans l'économie marchande. Les transports publics fournissent une prestation qui est dans l'économie marchande. Mais elles doivent avoir des obligations de service public. Donc, on a une différence là, que je mentionne juste, on n'a pas le temps parce qu'il faut prendre les questions, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais elle est très, très, très importante à considérer. La notion d'obligation de service public, aussi dans certaines entreprises qui, de par leur activité, sont de nature marchande. C'est pour ça que je disais qu'il est important de bien différencier d'un côté marchand et non marchand, et d'un autre côté service public et non service public, et de dire des services publics, il peut y en avoir dans le marchand et aussi dans le non marchand. Il me semble même que c'est l'intérêt du public qu'il y en ait un nombre certain dans le marchand également, quoi. Oui, absolument. Je prends connaissance, en même temps que toi, Michel, d'un certain nombre de questions qui nous ont été posées.
Euh, J'espère les prendre plus ou moins dans le bon ordre. Voilà, la première question. Avant toute chose, pourriez-vous donner une définition de société civile et de pouvoir exécutif? Une deuxième question. Les entreprises qui font des bénéfices importants ne sont-elles pas les entreprises productivistes, entre guillemets, qui ont un impact écologique négatif et une gouvernance peu éthique? Doit-on reposer sur leurs bénéfices pour alimenter les services publics? Tu peux répéter juste là? Oui, doit-on reposer sur leurs bénéfices pour alimenter les services publics? Mhm. Une troisième question. Que pensez-vous des communautés zapatistes comme exemple d'une société civile qui prend elle-même en charge ses services publics? C'est un cas où il y a quasiment sécession avec l'État central qui lui est hostile, ou de celui pendant la guerre civile espagnole, en effet, 1936 et 1939, avec les collectivités autogestionnaires liées à l'anarcho-syndicalisme, qui ont d'ailleurs très bien fonctionné pendant tout un temps, avant qu'elles soient détruites par l'État central. Et peut-être une quatrième et dernière question dans la série. Vous parlez de besoins, entre guillemets, mais ce n'est peut-être pas si simple de distinguer les besoins fondamentaux des besoins, entre guillemets, créés par des décennies de marketing agressif. Mhm. Il y a Oui. peut-être encore d'autres questions qui sont en attente, et encore une fois, je vous prie de nous excuser de ne pas toutes pouvoir les aborder. Il fera ce que l'on peut aussi d'une rencontre à l'autre. Oui. Mhm. Alors, il nous est demandé une définition. J'aime pas trop les définitions, moi. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais c'est justement ce qu'on a dans une certaine forme d'éducation, c'est de donner beaucoup de définitions aux enfants. Et est-ce que c'est la meilleure façon euh, de développer des conceptions plastiques, mobiles, hein? Bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais Et dans ce cas-ci, c'est très difficile, parce que justement, il n'y en a vraiment pas une définition de société civile. Il y a vraiment pas mal d'acceptions différentes, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Je crois qu'il faut sentir les choses, sentir la société civile quand on voit tout ce que fait, tout ce qui se passe comme impulsion actuellement pour essayer d'apporter des nouvelles façons de faire dans la société civile. On voit de quoi il s'agit. C'est-à-dire c'est tout le monde, c'est nous tous, c'est toutes les organisations au niveau mésosocial qui agissent, et qui devraient, à mon sens, devenir le pouvoir exécutif. C'est eux le pouvoir exécutif. C'est-à-dire c'est ceux qui font. Alexandre Jardin employait à un moment donné une expression. Il parlait des faiseux, ceux qui font, les faiseux. Je crois que nous, on a parlé des acteurs des acteurs de l'éducation ou des acteurs de l'agriculture ou des acteurs de la santé, etc. La société civile, elle est là. Et elle est composée de beaucoup d'organisations non gouvernementales, justement, et le terme est intéressant. Organisations non gouvernementales, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle des associations, souvent, et qui agissent au niveau mésosocial. On peut dire c'est là où les personnes individuelles, les civiliens, pour ne pas employer le terme citoyen qui est trop, à mon avis, connoté, là où les civiliens se retrouvent au niveau mésosocial au sein d'institutions pour faire avancer les questions qui se posent à la société. Et le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de faire. C'est le pouvoir d'agir.
Et le pouvoir exécutif, ce n'est pas le pouvoir de donner seulement des ordres en disant vous allez faire. Depuis le haut de la hiérarchie, on donne un ordre. Parce que ça ne fonctionne pas. Ou alors ça fonctionne d'une façon extrêmement figée, hein, extrêmement rigide, pesante, administrative justement, hein, qui ne laisse pas la possibilité de changer ou de faire évoluer la société à la mesure des changements qui vivent en chacun des civiliens et au sein de la société civile. Et voilà si, comment je le vois. moi, je comprends que si une ou des entreprises sont organisées dans cet esprit-là, par des civiliens, ces entreprises, qui peuvent être des entreprises marchandes pourtant aussi, participent aussi à la société civile. Il me semble qu'on... Surtout si elles poursuivent des buts sociaux et sociétaux qui sont l'expression des besoins des civiliens, justement. Mais en effet, oui. Non, je voulais juste dire que ça amène la deuxième question, ça. La question des entreprises qui font des bénéfices, mais dont les pratiques ne sont pas nécessairement celles qu'on voudrait pour la santé de la société et de l'économie aussi, peut-être. Donc, doit-on considérer que ces bénéfices, ils peuvent être utilisés pour les services publics, si j'ai bien compris la question, c'est bien ça? Ouais. Ben moi, je sais pas, mais je dirais cette question-là, elle est très très importante, mais elle relève d'un autre domaine. Elle relève du domaine d'activité de l'entreprise et de se dire, mais est-ce que ce domaine d'activité est utile pour la société? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que les conditions sociales, sociétales, environnementales sont respectées par cette entreprise-là? Parce que le problème n'est pas qu'elle fasse des bénéfices, puisque justement ces bénéfices vont servir à financer le secteur non marchand. Donc ces bénéfices sont nécessaires. Le problème, c'est comment sont obtenus ces bénéfices. Et ça relève de la façon dont fonctionne une entreprise et de son lien avec ce que l'on appelle le conseil d'administration. Et ça, c'est un autre chapitre qu'il faudrait aborder. Mais peut-être, il me semble que l'enjeu serait ces entreprises, de les civiliser, si je puis dire. De les civiliser ou de les civilianiser. Tout à l'heure, quand tu as montré cette image possible, en tous les cas, d'une organisation civilienne autour d'institutions, hein, tu as montré comment ça pouvait fonctionner dans le cas d'un institut de financement, mais ça peut être possible pour une école, etc. Rien n'interdit, au contraire, justement, de penser que peu à peu, on puisse travailler dans un sens analogue avec tout type d'entreprise, finalement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un conseil d'audit et puis qu'il y avait aussi une assemblée qui exprimait quels étaient les besoins des usagers. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi possible progressivement, pas à pas, pour tout type d'entreprise, qu'il y ait lieu de se coordonner entre entreprises dans une filière économique donnée ou sur un territoire donné, ça a du sens aussi. Peut-être décider de ne plus affecter autant de capitaux à telle entreprise ou autant de moyens. C'est ça que j'entendais par civilianiser. Ça n'existe pas, bien sûr, hein, ce mot de civiliser, c'est-à-dire davantage faire rentrer finalement le secteur économique dans une démarche civilienne dans le sens large du terme. Oui. Mais je propose qu'on adopte le mot civilianiser. On a le droit de le créer, hein, on est libre. C'est pas toujours bien vu de créer des nouveaux mots, paraît-il, mais on va se donner cette créativité-là. On se donne ça, oui.
Oui, oui, mais tout à fait. Hein, Mais alors, il faut faire attention de ne pas, comment dire, ça c'est une question qui est très délicate et qu'il faudra faire évoluer avec le temps pour ne pas, euh, pour ne pas faire recréer un système à la soviétique. Hein. Il faut que ce soit extrêmement vivant, ça. Hein. Et il faudra aussi des outils. Et l'un de ces outils est décrit dans mon livre Dépolluer l'économie, le premier tome, hein, qui s'appelle Révolution dans la monnaie, euh, quand je parle que si des entreprises dans une zone monétaire, par exemple l'euro, hein, si les entreprises ne font pas suffisamment d'efforts dans le sens de l'environnement, des conditions de travail, de la santé des gens au travail, et toutes les conditions sociales et sociétales, cela devrait se refléter au fond dans le taux de change. Et je propose dans le taux de change des monnaies. Et je propose un mode de détermination des taux de change au sein d'une nouvelle forme de système monétaire international qu'on va pas aborder maintenant, hein, mais je le décris juste comme un exemple qu'on peut aussi mettre des outils qui exercent une certaine forme de contrainte, si on veut, pour que les entreprises aient un comportement qui soit en accord avec les valeurs qu'on veut donner à la société. Donc oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les bénéfices si dans l'état actuel, hein, si on pouvait avoir des services publics de la société civile, commencer à les faire d'une façon évolutive, est-ce qu'il faudrait refuser l'argent d'une entreprise qui a un comportement avec lequel on n'est pas d'accord? Par exemple, une entreprise qui ferait de l'armement, par exemple, et puis on ne serait pas d'accord avec ça, hein, pour prendre un exemple un peu courant. Hein. Et ben ça, je crois que c'est aux acteurs de la société civile de se déterminer au cas par cas. C'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, quel est leur comportement, on va dire, éthique en tant qu'institution, si on, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, si c'est à eux de se déterminer. Il nous reste très peu de temps pour conclure. D'ailleurs, il nous reste un temps négatif, Michel, puisque nous avons déjà dépassé l'heure, ce qui fait vraiment très peu de temps. Or, il y avait une troisième question qui se posait, même une quatrième. La troisième concernait notre point de vue éventuel au sujet des communautés zapatistes, comme un exemple d'une société civile qui prend elle-même en charge ses services publics, ou celui pendant la guerre civile espagnole, avec les collectivités autogestionnaires liées à l'anarcho-syndicalisme. Puis nous avions aussi une question qui concernait la distinction à faire entre les besoins les plus fondamentaux et ceux qui ont été créés de manière artificielle par un marketing agressif. Je vois d'ailleurs qu'une cinquième question vient encore de me parvenir, et aussi deux autres encore qui suivent. Donc la question se pose d'abord, que faisons-nous, Michel, des questions restantes alors que le temps, lui, il est limité? Je crois qu'on peut répondre aussi assez rapidement, en tous les cas, aux deux questions, les questions 3 et 4. Ce qui peut exister et qui va dans cette direction, comme les communautés zapatistes que je connais pas suffisamment en détail, hein, ou ce qui s'est passé en Espagne, formidable, c'est très bien. Voilà. Et si on peut s'en inspirer et avancer avec ça, faisons-le. Hein. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à créer des structures légères au sein de ça et qu'on ne recrée pas des nouvelles usines à gaz. Hein. Ça, c'est la question qui me semble très, très importante. Mais moi, c'est tout ce que j'aurais à dire pour l'instant là-dessus, quoi. Et ça veut dire, j'ajoute juste ceci, ça veut dire que nous ne prétendons pas avoir
tout inventer et à être les seuls à aller dans cette direction. Je crois que la société civile, à bien des égards, ou voudrait ou a déjà été à certains endroits dans la direction qu'on préconise. Voilà, nous restons modestes, quoi. Je ne me prononce pas non plus. J'ai une connaissance limitée aussi des communautés zapatistes. Ce que je sais des expériences qui ont été menées en Espagne est vraiment passionnant. Ça vaut la peine d'approfondir la chose parce que là, sur des territoires relativement vastes quand même, il y a une autonomie de gestion vraiment très grande qui a été mise en œuvre en pleine guerre civile notamment, et qui était vraiment très très mal vue, bien sûr, par le pouvoir franquiste, mais également par les communistes. Ça rentrait pas du tout dans ces cases-là, et ça a été un véritable succès avant d'être détruit de manière violente. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Il y avait la question des besoins. Bah oui. Alors ça, c'est une soirée en soi. Que pourrait être. Alors j'en parle dans mon livre. Tu vas m'aider. Tout à coup, j'ai le. Dépolluer l'économie. Non, l'autre livre. Démocratie évolutive. Démocratie évolutive, merci. Je distingue deux types de marketing. Un marketing que j'appelle le marketing de manipulation, où on joue avec les sentiments et les représentations des gens. Je crois qu'on voit assez facilement de quoi il s'agit. Et un marketing de concertation, qui est une nouvelle forme de marketing. Et j'invite les personnes à se pencher là-dessus parce qu'on ne va pas le traiter maintenant, mais c'est à mon avis très important et ça rejoint toutes les questions sur lesquelles tu travailles, toi Stéphane, des rapports entre les consommateurs, les producteurs et les distributeurs. Toute cette économie, cette forme d'économie qui est une économie de concertation. Et ça change complètement la donne. Mais lorsqu'on changera l'approche du capital, et ça j'espère qu'on en parlera un soir, lorsqu'on changera l'approche et qu'on arrivera à une autre conception du capital conçu comme un bien commun, on aura à ce moment-là des pratiques différentes qui apparaîtront dans les entreprises. Voilà, donc je renvoie à mon livre, mais mon site, j'en profite pour le mentionner, est actuellement hors d'usage pour quelque temps. D'ici une semaine, ça devrait être rétabli et vous pourrez vous informer là-dessus à ce moment-là. Le site Démocratie évolutive. Dans l'image que tu nous as présentée tout à l'heure, on voyait apparaître un conseil d'usagers, je ne sais plus comment tu l'appelais exactement. Mais conseil de coordination, oui. Il y avait le conseil de coordination, puis alors il y avait une autre structure qui représentait les besoins des usagers. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait deux structures. Oui. Mais elles sont donc censées non pas faire du marketing visant à artificiellement pousser les gens à avoir tel ou tel besoin, mais leur attitude ou leur action, leur dynamique fondamentale consiste à prendre connaissance des besoins tels qu'ils s'expriment librement de la part des personnes. Donc on voit déjà là que c'est une autre dynamique qui est mise en œuvre en termes de besoins par des dispositifs de ce type-là, par exemple. Ah oui, oui. C'est une autre dimension du marketing qui pourra apparaître avec le temps, mais voilà, c'est un vaste domaine, là. Ouais. Alors, en étant bien conscient du fait que nous ne pouvons avancer que petit pas à petit pas, ce sont de vastes domaines et en 1h15, 1h30 ou un peu plus, il est évidemment que possible d'aborder tel ou tel aspect encore limité dans un premier temps. Ce que nous essayerons de faire, c'est d'élargir peu à peu notre regard sur ce tableau d'ensemble, dont les différents éléments sont à voir progressivement, sont articulés les uns avec les autres, pour nous exercer en fait aussi à une autre façon de penser,
ressentir et nous préparer à une action civilienne. Mais il faut d'abord peut-être, en effet, s'exercer à regarder ce tableau d'ensemble. Hein. Voilà, je vous invite, chers civiliens et civiliennes en devenir, que nous sommes aussi, hein, nous sommes encore tout au début aussi de ce cheminement, à nous rejoindre à nouveau dimanche, non pas prochain, mais dimanche dans 15 jours, ça sera le 21 juin à 20h45. Je vous remercie pour votre intérêt, pour cette démarche que nous tentons d'expérimenter ici, Michel Laloux et moi-même, qui prendra sans doute encore d'autres formes à l'avenir. On ne sait pas encore lesquelles, peut-être qu'une troisième personne nous rejoindra sur le plateau à un moment donné. Et voilà, nous n'avons pas pu bien sûr répondre à toutes vos questions, évidemment. Nous vous invitons à ne pas hésiter à en formuler d'autres encore via le site civilien.net. Et si vous souhaitez être informé des rencontres suivantes, du calendrier qui n'a pas encore été défini pour les semaines qui suivent, nous vous invitons, si ça n'a pas déjà été fait, à nous communiquer votre email via le site civilia.net. Vois-tu encore autre chose à ajouter, Michel? Non, je crois que on est arrivé au bout, on a dépassé le temps. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.